Eh ben, bonjour à tous, merci de vous être déplacés et d'être venus pour cette conférence. Alors, en travaillant, en préparant cette conférence, j'ai eu une pensée pour Jean-Marie Pelt. Alors, je pense que bon nombre d'entre vous le connaissent. Hein, c'est un grand botaniste, pharmacologue. Et j'ai une pensée parce que c'était un très bon vulgarisateur qui a fait connaître les plantes, qui a suscité beaucoup de vocations. Voilà, donc j'avais une petite pensée pour lui ce soir. Donc, ce soir, on va parler des plantes face aux changements globaux. Donc, pourquoi les plantes, déjà ? Eh bien, les plantes, ce sont donc des organismes vivants qui correspondent au premier maillon des réseaux trophiques. Donc, les réseaux trophiques, c'est l'ensemble de toutes les chaînes alimentaires qui constituent un écosystème. Et donc, elles sont les premières à l'interface de tous les changements globaux qu'il y a et qui peuvent donc avoir des répercussions sur l'ensemble des réseaux trophiques. Donc, les plantes sont le premier maillon des réseaux trophiques, que ce soit pour des écosystèmes terrestres, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais également aquatiques ou marins. Donc, une plante, vous le savez, elles sont fixées la plupart du temps sur un support naturel, on va dire, et elles interagissent obligatoirement avec leur environnement, elles n'ont pas le choix, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a différents facteurs qui peuvent influencer leur vie. Les premiers facteurs, c'est les conditions du milieu dans lequel elles sont. C'est ce qu'on appelle en écologie les facteurs abiotiques. Donc, ça peut être, par exemple, la quantité de lumière qu'elles reçoivent, la quantité de nutriments ou pas, les hausses de température, par exemple, et puis les manques d'eau. Et puis, elles interagissent également avec tous les êtres vivants qui l'entourent. Donc, c'est ce qu'on appelle les facteurs biotiques. Et ces interactions avec les organismes environnants, elles peuvent être de différentes natures. On peut avoir de la compétition, on peut avoir du parasitisme, mais on peut aussi avoir des relations bénéfiques, des associations, par exemple. Et à l'heure actuelle, vous savez qu'on est rentré dans l'ère de l'Anthropocène, eh bien, on a d'autres facteurs qui vont interagir, ce qu'on appelle les changements globaux, et ceux-ci vont interagir sur tous les autres facteurs. Donc, pourquoi j'ai choisi le terme de changements globaux et qu'est-ce que ça veut dire ? Changements globaux, comme global pourrait l'indiquer, ça veut dire que ça regroupe tous les effets que peuvent avoir des pollutions, le réchauffement climatique, tout ce que l'homme peut avoir comme effet sur les plantes. Alors, c'est un terme que j'aime bien parce qu'il insiste sur l'aspect multiforme des changements et c'est vraiment une invitation vers une approche systémique. Alors c'est vrai que c'est complexe, mais c'est quand même intéressant de voir ça dans la globalité. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment les polluants ils peuvent être absorbés et transférés dans les plantes. Et puis ensuite, on reviendra vers la fin sur ces changements globaux. Donc les plantes, elles vont subir deux types de pollution. Une pollution par voie aérienne, ce qu'on appelle d'origine atmosphérique, par l'air, et puis des pollutions d'origine édaphique. Donc on va commencer par les transferts des polluants d'origine atmosphérique. Alors une plante, comme elle est fixée, finalement, elle va subir les pollutions atmosphériques par l'air. Et donc le premier organe qui va être touché, l'organe cible dans une plante, c'est la feuille. Alors la feuille, vous le savez, elle est très importante pour les plantes parce que c'est vraiment l'usine photosynthétique, l'usine biochimique par excellence, c'est-à-dire c'est là où est réalisée la photosynthèse, c'est-à-dire pour la plante d'élaborer des composés organiques qui vont être après distribués dans la plante via le phloème. Alors le phloème, c'est donc un vaisseau conducteur chez les plantes vasculaires, vous voyez, qui va donc acheminer la photosynthèse qui est réalisée ici au niveau des feuilles. Donc la photosynthèse, il faut de la lumière, il faut du CO2, il faut de l'eau. Et donc, on a dans les feuilles fabrication de ces molécules organiques comme les sucres qui vont être redistribués dans la plante. Donc, quand on regarde la structure d'une feuille, eh bien, en fait, la structure générale chez les plantes vasculaires, elle est quand même assez complexe. Ici, vous avez représenté un diagramme en 3D sur une feuille d'une feuille. Donc, vous avez ici la face supérieure, la face inférieure d'une feuille. Et si on regarde les différentes parties, finalement, la feuille, elle est composée tout d'abord d'une partie extérieure qu'on appelle la cuticule. Ensuite, on a un épiderme, une assise de cellules qui constitue l'épiderme. Et puis, on a notre usine biochimique photosynthétique, c'est le parenchyme chlorophyllien. Puis ensuite, on a un épiderme et une cuticule sur la face inférieure. Au centre, vous avez ici ces gros vaisseaux, ce sont les vaisseaux conducteurs. C'est là où se trouvent notamment le phloème et le xylème.
Donc quand on regarde en microscopie optique ce que ça donne, quand on zoome sur cet épiderme, et bien finalement on voit, on a ici cette assise de cellules, l'épiderme, et puis on devine un peu quelque chose d'un peu plus fouté qui est la cuticule. Alors la cuticule, elle est très importante puisque c'est ça l'interface avec l'atmosphère. Et donc la composition de cette cuticule, en fait, elle est très complexe. On a des spécialistes de cuticules de plantes. Et cette cuticule, elle est déjà hydrophobe. C'est-à-dire, vous le savez, quand l'eau coule, quand il pleut, ben, ça ruisselle sur les feuilles. Et puis elle est composée de cutine, encore des polymères d'acide gras, donc hydrophobe, et puis de cire. Alors ici, quand on regarde en microscopie, en fait, selon l'espèce de plante, on a plein de variétés possibles. On a des sortes de paysages qui sont vallonnés, plus ou moins présents avec des poils. Donc c'est ce que vous avez ici de représenté. Et puis, on a une interface directe avec l'atmosphère. On a des trous dans la feuille. C'est ce qu'on appelle les stomates. Alors les stomates, c'est eux. Vous voyez, c'est cet orifice que vous avez ici qui va échanger directement du milieu extérieur au milieu intérieur. Et donc ici, vous l'avez en coupe transversale, où vous avez ici, vous voyez, on a le trou qui passe et ça arrive directement dessous. Donc en fait, si on simule nos polluants qui arrivent ici à la feuille et que du coup, il est absorbé et peut être transloqué, transféré dans la plante, ben on voit bien que la première barrière ici, c'est la cuticule, l'épiderme, et une fois qu'il arrive, s'il a des propriétés biochimiques qui sont faites pour, ben il va arriver assez facilement à traverser donc la feuille et à peut-être arriver dans les vaisseaux du xylème et du phloème. Donc la feuille, vous le savez, elle a une morphologie vraiment, on a plein de différents types de feuilles, de morphologie, découpées, pas découpées, entières, pas entières. Donc son anatomie, ça dépend de quoi? Ça dépend principalement de l'espèce auquel appartient cette plante et puis aussi de son milieu de vie. Alors je vous ai mis ici une feuille de sapin, vous connaissez tous le sapin, et on sait que les feuilles elles sont réduites à des aiguilles. Et donc en fait le sapin est vraiment adapté à des changements de température importants. Il va passer de moins 40 à plus 40 degrés par exemple. Donc il faut que ces feuilles elles résistent. Pour résister, elles sont petites, elles sont en aiguille. Et puis quand vous regardez sur les bords de cette feuille, quand vous regardez la cuticule, là on voit bien que c'est super épais. Vous savez que les feuilles elles sont coriaces. Donc là on a une cuticule épaisse qui va encore plus empêcher le passage des polluants. Donc si le polluant arrive à passer dans notre feuille, finalement il va avoir des sites d'action privilégiés. Donc il peut arriver dans la cellule végétale et arriver à inhiber directement la photosynthèse, c'est le lieu. Il peut inhiber la synthèse de lipides, d'acides aminés. Il peut également inhiber la division cellulaire. Donc ça, c'est les aspects biochimiques et physiologiques qu'on étudie, mais visuellement, ce qu'on va remarquer tout de suite, tiens, ma plante, elle a un défaut de croissance, elle va moins bien pousser. Donc finalement, on va avoir des effets visibles sur la survie des plantes. Donc, je vous propose de prendre un premier exemple maintenant sur une pollution d'origine atmosphérique, l'exemple des hydrocarbures aromatiques polycycliques qu'on appelle également HAP. Alors, qu'est-ce que c'est que des HAP? Les HAP, ils sont produits par le trafic routier, le chauffage domestique, notamment le bois, et les incendies. Donc, à l'heure actuelle, on a 16 HAP qui sont classés prioritaires par l'OMS parce qu'ils sont potentiellement cancérigènes et mutagènes. Donc ces 16 HAP, on va les regrouper en fonction de leur poids. Vous voyez qu'ils sont composés en fait de noyaux benzéniques, 2 cycles, et on peut aller jusqu'à 5 cycles. Donc plus on va en cycle, plus on dit qu'ils sont lourds. Et nous, on s'est intéressé, lors de la thèse de Dorine de Salm, à savoir est-ce que finalement le phénanthène, une pollution en phénanthène atmosphérique, le phénanthène était capable d'être absorbé et transféré dans les plantes. C'était des choses qu'on ne connaissait pas bien. Donc pour ça, comment on a fait? On a simulé une pollution au phénanthène, c'est un des moyens qu'on a, c'est-à-dire qu'en laboratoire, on va élaborer des enceintes pour simuler cette pollution. Alors ces enceintes, elles sont là, que vous avez là, elles sont représentées ici. Et puis vous voyez ici qu'on a une pompe, et donc l'air de la pompe va arriver ici, on a des pastilles de phénanthène et vont donc simuler notre pollution ici. Donc cette pollution, elle a été modélisée par des physiciens qui ont dit que oui, la pollution était homogène dans les enceintes, on pouvait travailler avec et on avait une pollution constante qui correspondait à peu près à des bordures d'autoroute. Donc
On a aussi des capteurs, vous voyez ici, qui sont pendus. Donc ces capteurs, ils nous permettent de contrôler les polluants, la concentration de phénanthène qu'on a. Et on a aussi des petits mesureurs ici, que vous voyez au fond, qui nous mesurent constamment la température, l'hydrométrie de nos enceintes. Donc, les plantes, quant à elles, vous les voyez, on a sélectionné des espèces de prairies, des espèces prairiales. Alors, deux espèces différentes, parce que vous voyez que l'espèce joue quand même un rôle, sont différentes, donc elles vont jouer un rôle forcément dans l'absorption des polluants. Donc le trèfle, tout le monde connaît le trèfle violet que vous avez là. Et puis on a mis ici une monocotylédone, le régras, une poacée. Donc ces plantes, elles sont mises toujours dans du sol. Hein, donc on a associé les plantes au sol et elles sont dans de l'eau, voilà, à un taux d'humidité constant. Donc, qu'est-ce qu'on a observé dans cette expérience? Eh bien, vous voyez à droite les résultats du phénanthène sur le trèfle violet, et on a mesuré que 92% de la pollution en phénanthène, le phénanthène était capable d'être absorbé dans les feuilles de trèfle. Quand on regarde le régras, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 73% du phénanthène était absorbé dans les feuilles. Et là, on a quand même une différence de 20% qui n'est pas négligeable. Donc la question, c'est pourquoi on a cette différence? Et la réponse, je pense que vous l'avez, on a une cuticule totalement différente, dont une permet beaucoup moins au phénanthène de passer, c'est-à-dire la cuticule du régras. Ah, ça remarche. Donc ensuite, on a voulu dire, ok, on a donc une absorption du phénanthène, est-ce qu'on a un effet sur la croissance, sur la biomasse végétale de ces plantes? Donc ici, vous avez représenté des résultats expérimentaux. Donc ici, le graphique ici représente donc la biomasse que l'on a du trèfle, là, en ordonnée. Et puis, la biomasse de quoi? Des feuilles, des tiges, des racines de surface, c'est-à-dire les 2-3 premiers centimètres, des racines plus profondes, et puis également de la surface foliaire. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, donc, les témoins sont en blanc, pardon, et puis en noir, vous avez les trèfles qui ont été soumis à une pollution en phénanthène. Donc ici, on se rend compte qu'en fait, les petites astérix indiquent qu'on a une différence significative de biomasse. Donc on a une différence de 30% de diminution de biomasse aérienne chez le trèfle. Et on a à peu près 20% de diminution de biomasse totale pour ce trèfle. Donc on a bien un effet du phénanthène sur le trèfle. Quand on regarde le régras, eh bien regardez bien, on a exactement la même chose. Donc la biomasse, les feuilles, les tiges, racines de surface, racines profondes, surface foliaire, on n'a aucune différence significative. Le phénanthène n'a aucun effet sur le régras. Le régras pousse normalement. Donc on s'est demandé sur le trèfle, puisqu'on avait un effet sur le trèfle, est-ce qu'on avait également un effet sur les micro-organismes du sol? La pollution, elle est atmosphérique. Est-ce que du coup, si c'est absorbé, est-ce que ça peut avoir un impact avec le monde microbien qu'on a avec notre plante? Eh bien, en fait, on a observé ici qu'on avait bien une diminution de la biomasse microbienne du sol, due au phénanthène, et qu'on avait également des diminutions aux symbioses qui sont liées au trèfle. Alors, dans le trèfle, il y a deux types de symbiose. Donc, la symbiose, c'est des relations mutualistes, bénéfiques pour l'un et pour l'autre. Alors, on avait des donosités bactériennes, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez ces petits nodules que vous avez là. Ces nodules sont composés de bactéries, notamment du genre Rhizobium, qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique et de donner donc l'ammonium disponible pour la plante. Et donc là, l'effet du phénanthène était de diminuer ces nodosités. Donc plus trop de symbiose bactérienne fixatrice d'azote. Quand on a regardé les autres types de symbiose, qui sont ce qu'on appelle les mycorhizes, alors les mycorhizes, c'est une symbiose entre la plante et des champignons, donc ça se passe dans les racines. Vous voyez ici, à l'intérieur, le mycélium du champignon. Donc la plante, elle va donner les sucres, les vitamines, des hormones au champignon qui est là, et le champignon qui est présent, lui, il va rapporter à la plante de l'eau, des sels minéraux, du phosphore, tout ce qu'il y a autour. Et ici, le phénanthène n'avait aucun effet sur cette symbiose mycorhizienne. Alors pourquoi l'une et pas l'autre? Pourquoi on a cette sélection-là? Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais on voit bien qu'on a des effets sur le monde microbien au niveau du sol. Donc si on conclut sur cette expérience, finalement on a bien montré avec cette expérience qu'on avait un transfert de l'air de la plante jusqu'au sol,
qu'on avait un impact sur le microbiote, hein, notamment donc sur les nodulations, et que, vous le savez, le cycle ne s'arrête pas là, on n'a vu qu'une partie, et bien évidemment, l'autre partie est du cycle, où du coup, ici, on a bien le phénanthène qui est également capable de remonter dans la plante quand il est présent dans le sol, et donc avoir également des effets. Une application à cette problématique, c'est la biosurveillance de la qualité de l'air. Alors à l'heure actuelle, on a des végétaux, on a des plantes qui sont capables d'être indicatrices de la qualité de l'air. Et généralement, ce sont les mousses. Alors les mousses, ce sont des bryophytes. Et pourquoi ce sont des espèces qu'on utilise en indicateur? Parce que les mousses, elles sont relativement simples. Elles n'ont pas de racines, pas de vaisseau conducteur. Et quand on regarde la feuille, finalement, la feuille, vous voyez, elle est très simple, elle est très fine. Et elle n'a surtout pas de cuticule, c'est-à-dire qu'on a un échange direct avec l'extérieur. Du coup, nous, ça nous sert à quoi? Ça nous sert d'utiliser les mousses en tant que bioindicateur. Ça veut dire que je vais savoir l'état de conservation de mon milieu. Et donc, ça veut dire que si j'ai la présence de toutes les espèces de mousses que je connais bien, je vais dire que j'ai une bonne qualité de l'air. Et puis si, quand je fais mon relevé, j'ai des disparitions de certaines mousses qui sont plus sensibles que d'autres, ça va m'indiquer que j'ai une mauvaise qualité de l'air. Et puis, je peux également m'en servir pour les mousses qui résistent bien aux polluants et qui peuvent bien les stocker à l'intérieur. Finalement, je peux m'en servir de piège passif, c'est-à-dire de doser à l'intérieur combien j'ai de polluants, et on va dire qu'elles bioaccumulent ces polluants. Et donc, je vais m'en servir sur le long terme, au lieu de mettre des pièges chimiques que je suis obligée d'aller relever tout le temps. Là, c'est intégrateur sur long terme, donc c'est assez intéressant. Donc en France, on a des réseaux de surveillance de qualité de l'air qui sont fondés sur les mousses, notamment sur les métaux dans les mousses. Ici, je vous présente un type de dispositif qui est le dispositif BRAM. Donc BRAM, c'est biosurveillance des retombées atmosphériques métalliques par les mousses. Donc c'est des mousses forestières qui ont été sélectionnées. Et ce programme est maintenant, bien entendu, intégré à un programme européen. Donc ça, on surveille ça depuis à peu près 1996. Donc on commence à avoir pas mal de données. Et donc, ça nous permet, vous voyez, d'élaborer des cartographies, de modéliser les concentrations en contaminants. Ça permet également d'établir une surveillance sur le long terme. Et puis maintenant, on est capable, les chimistes sont capables de caractériser les sources de contamination, c'est-à-dire de dire si j'ai plutôt une contamination locale, régionale. Donc maintenant qu'on a vu un peu comment on pouvait avoir une absorption de polluants par l'air, on va regarder ce qui se passe au niveau du sol, c'est-à-dire une pollution édaphique. Toujours pas. Donc cette fois-ci, comme on est au niveau du sol, l'organe cible dans la plante, ça va être la racine. Et la racine, c'est l'organe d'absorption privilégié. On absorbe de l'eau, des sels minéraux. Et ensuite, cette eau et ces sels minéraux vont être transportés cette fois-ci par le xylème. Alors, si je reprends un petit peu le schéma de tout à l'heure, cette fois-ci, les vaisseaux du xylème, ils arrivent, donc, l'eau, les sels minéraux du sol vont transiter via le xylème et vont donc, ça c'est la sève qu'on dit également ascendante, vont donc aller jusqu'aux feuilles pour amener ces produits. Donc des racines, on en a beaucoup, il y a beaucoup de variétés différentes. On a aussi une grande diversité de types de racines qui sont présentes chez les plantes. Donc la structure générale de la racine, si on regarde un peu comment c'est fait, finalement, c'est un peu plus simple que la feuille. Finalement, on a 3 zones qui peuvent être différenciées. Donc l'extrémité de la racine que vous avez là, c'est la zone de croissance, qu'on appelle également la zone méristémastique. Et cette zone, elle est tellement fragile qu'il y a une coiffe pour la protéger. Donc si vous cassez ces jeunes racines, c'est sûr que la plante, là, elle ne s'en remettra pas bien. C'est vraiment la zone la plus fragile d'une racine, notamment quand vous transportez des plantes. Ensuite, vous avez ici donc une zone qu'on appelle d'élongation. Dans cette zone d'élongation, on a du parenchyme, on retrouve ça, et à l'intérieur, on retrouve ce qui est simulé ici en vert, nos vaisseaux conducteurs, phloème et xylème. Et puis au-dessus, on a une zone de différenciation. Cette zone de différenciation, c'est là où se trouvent nos fameux poils absorbants dans une racine. Et vous voyez que quand on fait une coupe en microscopie optique de cette racine, et bien finalement on retrouve au niveau de cette zone-là, cette zone pilifère de différenciation, on retrouve les poils absorbants qui sont le long de l'épiderme.
Donc si j'ai une pollution au niveau de mon sol, comment va pénétrer majoritairement le polluant? Finalement, il va profiter du flux d'eau, parce qu'il y a un flux d'eau. Le xylème, c'est une sacrée pression, un flux d'eau pour remonter la plante contre la pesanteur, via la transpiration notamment. Et en fait, s'il est biodisponible et soluble dans l'eau, il va pouvoir suivre le flux d'eau et donc pénétrer à l'intérieur de notre racine. Donc vous voyez qu'il n'y a pas tellement de barrières là par rapport à la feuille de tout à l'heure, et il pourra être mis à disposition au niveau donc des vaisseaux conducteurs qui sont ici. Donc si on regarde bien à l'intérieur des vaisseaux conducteurs, on a juste une petite assise de cellules là qui fait le tour, qui s'appelle l'endoderme et qui a de part et d'autre quelques petites subérifications, c'est-à-dire des composés qui sont hydrophobes, mais qui n'arrivent pas à filtrer quand même les pollutions. Donc cette racine, elle n'est jamais seule. Elle n'est jamais seule dans le sol. Elle est toujours accompagnée du sol et puis de plein de micro-organismes. Donc l'ensemble du sol, de la racine et des micro-organismes, c'est ce qu'on appelle la rhizosphère. Et la rhizosphère, elle est très importante pour comprendre la résilience des plantes face aux changements globaux. Donc cette rhizosphère, vous voyez, alors concrètement, je vous ai mis une petite photo là. Quand vous prenez une plante, on arrache une plante, le sol qui adhère aux racines va être la rhizosphère, et tout ce qui n'adhère pas, quand vous enlevez votre plante, ça reste du sol non rhizosphérique. Donc c'est vraiment ce sol qui adhère, et il adhère grâce à quoi? Il adhère grâce aux nombreux micro-organismes qui sont présents. Donc vous avez des champignons mycorhiziens, on les a vus, on a également des nodosités bactériennes, fixatrices d'azote, et puis on a plein de bactéries, d'archées, de champignons, de protistes. On a également, évidemment, dans le sol des phytopathogènes, des parasites, et donc on a quand même un mini-écosystème ici qui fonctionne au niveau du sol. Le sol est bien vivant. On a également des phénomènes chimiques qui s'y passent, on a très souvent une acidification qui se fait, des échanges moléculaires. On a le taux d'humidité qui va faire fonctionner différemment notre rhizosphère, l'oxygène qui va être importante, et l'immobilisation de certains ions. Donc finalement, on voit bien ici que dans cette rhizosphère que vous avez là, c'est possible pour les polluants d'être détoxiqués, d'être dégradés ou d'être immobilisés avant de pénétrer dans la plante. Alors si on prend l'exemple cette fois-ci d'une pollution édaphique, mais en métaux, c'est-à-dire en éléments, traces métalliques, ce qu'on appelle également des ETM. Donc à l'heure actuelle, les ETM ils sont constitués de 68 éléments minéraux. C'est des éléments naturels qui proviennent de notre croûte terrestre, sauf qu'ils sont à très faible concentration. Parmi ces éléments, il y en a des majeurs, et puis il y en a qu'on appelle des oligo-éléments. Alors ces oligo-éléments, vous les connaissez, ils sont indispensables au fonctionnement de tout être vivant, et donc comme notamment le manganèse, le fer, le cuivre, le zinc, mais à très faible quantité. Quand on commence à augmenter la concentration, là on commence à devenir dangereux et on commence à avoir des problèmes de pollution. Donc notamment le plomb, le mercure, le cadmium qui proviennent d'installations minières ou métallurgiques. On a aussi donc d'autres apports industriels, on a aussi des apports urbains, des apports agricoles qui font que les concentrations sont très élevées et donc sont susceptibles d'être transférées dans les réseaux trophiques et d'avoir des actions sur nos écosystèmes. Alors quand on regarde comment peuvent réagir nos plantes face à une pollution en éléments traces métalliques, finalement on s'aperçoit que selon le type d'éléments traces métalliques, elles vont réagir différemment. Alors là, vous avez une expérience de plante. La même plante, on l'a mis dans des solutions qui sont contaminées en éléments traces métalliques, du fer, du cadmium et du nickel. Donc plus la couleur est rouge, plus la concentration est importante dans cet élément trace métallique. Donc on remarque ici que, par exemple, pour le fer, on voit bien que la localisation du fer dans une plante, elle est plutôt au niveau des racines. Si je regarde le cadmium, on voit qu'on en a un peu dans les racines et déjà un peu dans les premières feuilles. Si je regarde le nickel, lui, il y en a beaucoup dans les racines et beaucoup dans les feuilles matures. Donc ça, c'est la première chose, ça dépend de l'élément trace métallique. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça va dépendre de la plante elle-même et de l'espèce, c'est-à-dire de ses capacités biochimiques
à se défendre face à ces pollutions, et également du microbiote qui est dans la rhizosphère. Donc on a des plantes qui ne sont pas capables de résister à de forts polluants, donc celles-là, elles disparaissent. On a des plantes qui sont dites excluantes, c'est-à-dire celles-là, elles vont limiter l'entrée des métaux dans leurs racines, et les métaux ne vont pas être transférés dans les parties aériennes. On a des plantes qui sont indicatrices, c'est-à-dire j'ai autant de métaux à l'intérieur de ma plante qu'à l'extérieur. On revient sur cette notion un peu de bio-indication qu'on a vue tout à l'heure. Et puis alors j'ai les championnes des championnes, mes super plantes qui sont hyper accumulatrices, qu'on appelle également des métallophytes. Et celles-ci, elles sont assez incroyables parce qu'elles sont capables de tolérer des métaux à des concentrations très fortes, jusqu'à 10% de leur poids, ce qui est énorme. Et non seulement elles les tolèrent, mais en plus elles se portent comme un charme. Il n'y a pas de problème de croissance, pas de problème de photosynthèse, j'ai aucun souci. Elles vivent très bien. Donc une des applications possibles à cette adaptation de certaines plantes à des milieux pollués en ETM ou en d'autres composés, c'est ce qu'on appelle la phytoremédiation. Donc la phytoremédiation, c'est quoi? C'est l'utilisation des plantes, donc des techniques culturales des plantes, adaptées à des sols qui sont contaminés, notamment pour les dépolluer. Alors la phytoremédiation consiste en, si je schématise un peu, on a deux grands principes. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle la phytoextraction. Donc là, ma plante, elle va prélever les polluants dans le sol, les extraire vers les parties aériennes. Et donc, on va avoir une concentration importante de polluants dans mes parties aériennes. Donc, j'extrais les polluants de mon sol, phytoextraction. L'autre technique, c'est ce qu'on appelle la phytostabilisation. Alors, la phytostabilisation, la plante, elle va cantonner le polluant au niveau des racines et il va y avoir action ici de ma rhizosphère, notamment de l'activité des micro-organismes. En tout cas, le polluant ne va pas pouvoir aller dans l'eau, il ne va pas pouvoir être transféré ailleurs. On dit qu'il va être stabilisé. Et donc ici, on parle de phytostabilisation, donc avec des plantes qui sont dites tolérantes. Un exemple de phytoextraction. Donc phytoextraction, on a beaucoup de plantes de la famille des brassicacées qui sont capables de ça. Donc ces plantes, il faut bien comprendre qu'elles sont quand même super adaptées, super performantes. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut leur laisser le temps d'évoluer dans ces milieux et d'évoluer avec leur microbiote. Donc il faut des milliers d'années pour arriver à une adaptation que l'on voit seulement aujourd'hui dans ces sols. On parle même, si vous voulez, de plantes extrémophiles. Donc ces plantes, je vous en propose deux. Donc ça, c'est une brassicacée, c'est le nouveau nom du tabouret. On a pas mal de tabourets dans les Alpes, tabouret des montagnes. Donc c'est Nossaea cerulescens, qui est capable vraiment d'extraire dans ses feuilles du zinc et du cadmium. On utilise aussi beaucoup dans les cultures l'Alyssum murale, qui est capable de concentrer énormément de nickel. Donc à l'heure actuelle, on connaît à peu près 450 espèces de plantes hyper accumulatrices, donc chez les végétaux vasculaires, chez les angiospermes. Et donc, je vous rappelle que les angiospermes, c'est à peu près 240 000 espèces. Donc on n'en a quand même pas beaucoup, mais on en a quand même. C'est pas négligeable. Et donc peut-être qu'on découvrira aussi de nouvelles plantes phytoremédiantes. Donc le principe, il est super, on met des plantes, ça accumule, je récupère mon métal, je peux même le recycler, je peux même m'en servir pour faire autre chose. Le problème de ces plantes-là, c'est que c'est des plantes qui font pas beaucoup de biomasse, qui sont petites et qui ont une croissance qui est lente. Donc ça, c'est un frein à l'utilisation, notamment, c'est les limites de cette phytoextraction. Autre technique qu'on a vue, c'est la phytostabilisation. Donc là, c'est des données qui sont issues de la thèse de Loïc Yang, qui a donc essayé de mettre en place une technique de phytostabilisation avec une essence, le peuplier. Alors comment ça se passe de mettre ça en place? En fait, vous avez ici un site qui est pollué, délaissé, une friche industrielle. Alors là, il y a déjà de la végétation, mais des fois, il n'y a presque pas de végétation sur ces sites-là, tellement on a des fortes pollutions. Et donc l'idée, c'est de redynamiser ce site, d'éviter qu'on ait la volatilisation des polluants, et donc végétaliser, c'est quand même une chose importante. Donc là, le site a été revégétalisé par du peuplier, puisque le peuplier, il est capable d'accumuler les métaux,
Et puis, il a une forte croissance, donc c'est assez rapide, une croissance rapide. Donc, c'est une plante, un arbre qui est beaucoup utilisé. Et on a montré, avec ces travaux, que les mycorhizes dépendaient des taux de concentration de polluants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes champignons symbiotiques, pas les mêmes densités en fonction du nombre de polluants. Donc, finalement, ils s'adaptent bien. Donc, si on laisse, après cette culture de peuplier, on a laissé un peu et on s'est aperçu, en fait, en sous-bois, qu'on avait majoritairement ici dominance de l'ortie. Bon, alors l'ortie, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette ortie? Est-ce que c'est intéressant? Eh bien, finalement, oui. Il a montré dans ses travaux que la culture de l'ortie, eh bien, elle était intéressante pour diverses choses, et notamment parce qu'elle a des fibres qui sont très rigides, qui peuvent être valorisées. Donc, on a essayé de voir, finalement, l'ortie avait une importance dans la stabilisation des polluants. Elle est tolérante puisqu'elle les pousse, d'accord ? Les polluants ne rentrent pas jusqu'aux feuilles, donc ça veut dire qu'on peut exporter aussi la plante, donc ça c'était intéressant. Et l'ortie, vous savez, elle est inféodée à toute une biodiversité entomologique. Il y a beaucoup d'insectes dès qu'on a de l'ortie, donc ça veut dire qu'on redynamise le milieu. Donc cette ortie, à l'heure actuelle, elle est valorisée en fibres végétales, notamment pour faire des matériaux biocomposites, dans divers produits de l'industrie. Donc le petit bémol à ça, c'est qu'on a quand même si on a beaucoup d'insectes, on a quand même montré qu'on avait un transfert, notamment du mercure, dans certains insectes qui sont liés à l'ortie. Autre application, ce qu'on appelle les matériaux biosourcés. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la jussie. Alors la jussie, c'est une plante exotique envahissante, surtout dans l'ouest de la France, qui vient d'Amérique du Sud, qui s'est beaucoup propagée. Et ces plantes exotiques envahissantes, elles sont quand même formidables parce qu'elles sont hyper performantes pour arriver à dominer un milieu comme ça. Ça veut dire qu'elles ont des stratégies qui sont importantes. Et cette jussie, vous l'avez là, elle cause beaucoup de... Bon, elle est néfaste pour nos activités humaines, notamment elle arrive à boucher les canaux. Donc pour les voies de navigation, dans l'ouest de la France, c'est compliqué. Et pour l'instant, la méthode qui est utilisée, c'est de l'arrachage. Donc on arrache d'une biomasse qui est phénoménale et on ne sait pas quoi en faire. Donc mes collègues là, du CNRS de Montpellier ont proposé d'arracher la jussie, de broyer ces parties souterraines et de récupérer ces parties souterraines pour faire des nouveaux filtres catalyseurs biosourcés. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que les parties racinaires de la jussie, je m'emballe. Donc parce que les capacités de la jussie, c'est capable d'accumuler des polluants et donc elle a des composés qui sont super intéressants pour notamment capter des choses. Donc on va se servir des racines de la jussie pour ça. Alors il y a d'autres plantes exotiques envahissantes qui ont très souvent ces capacités finalement de tolérer les métaux et de les absorber. Je citerai également la renouée du Japon, par exemple, qui est capable de faire ça. Autre exemple de pollution édaphique, les pesticides. Alors, les pesticides, je vous propose ici que l'on regarde les résultats d'un programme donc, qui a été porté par l'USMB, par le cartel et l'ITEM. Donc, c'est un programme récent qui a été fait donc, sur le territoire de Chautagne. Donc, le territoire de Chautagne, c'est au nord de la Savoie. La Chautagne, c'est la plus grande zone humide de Savoie. Et donc, le Seine-Savoie avait en gestion ce site et voulait le réhabiliter. Ce site a été cultivé pendant plus de 30 ans par du maïs. Et donc, l'idée, vous voyez ici, c'est une parcelle de 60 hectares avec des drains. On voit ici les drains qui ont été faits. Il y a plus de 23 km de drains. Et donc, l'idée, c'était de reboucher les drains pour refaire une fonctionnalité de cette zone humide. Donc nous, scientifiques, on s'est dit, OK, on va faire ça, mais ils sont où les pesticides ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé par rapport à ce qu'avait été mis une culture de maïs ? Donc on a mis en place, avant la restauration du Seine, des sites expérimentaux, des exclos. Donc ici, on a fait donc 3 exclos, le nord du site, le sud du site, et puis un exclos témoin, bien évidemment. On a simulé 2 conditions de décapage parce que le Seine allait décaper pour reboucher les drains parce qu'il faut énormément de terre pour reboucher tout ça. Donc dans ces exclos, il y a une partie que vous avez ici un exclos qui est montré, une partie ici où vous avez le sol qui n'a pas été décapé et une partie qui a été décapée sur 15 cm. Donc décaper du sol pour réhabiliter des zones humides comme les tourbières, c'est aussi une technique qui est beaucoup utilisée.
Donc on a essayé de suivre ça pendant 2 ans, 2018-2019, et on a essayé de voir si on avait des fluctuations au niveau des saisons, printemps et été. Donc pour ça, été un gros travail expérimental de terrain, donc pluridisciplinaire. Et donc on voit ici qu'on a déployé donc du matériel technique pour suivre ces pesticides. Donc on a mesuré les pesticides dans les drains avant qu'ils soient rebouchés. Le piézomètre que vous avez ici nous permet de mesurer, de prélever l'eau de la nappe et de mesurer si on avait des pesticides dans la nappe. On a regardé au niveau atmosphérique ce qui se passait, notamment les retombées totales, les émissions de gaz et de particules du sol, les particules également atmosphériques, l'évaporation issue du sol, et bien évidemment, on a prélevé des plantes associées à leur sol rhizosphérique, et on a essayé de regarder ce qui se passait à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, ici, vous avez les résultats. Donc, on a fait ça 2018, c'était 3 ans. 2019, 4 ans après l'arrêt des cultures. Eh bien, notre grande surprise, on a retrouvé en prépondérant les molécules mères d'herbicides qui avaient été utilisées, c'est-à-dire le S-métolachlore et l'atrazine. Ce S-métolachlore et l'atrazine ont été retrouvés dans la nappe. Alors, on n'est pas à grande, on est en nanogrammes par litre. On a également retrouvé des métabolites de dégradation ou des produits de dégradation de ces pesticides. 24% de produits de dégradation correspondaient au métolachlore et 17% à l'atrazine. On en a également retrouvé dans l'atmosphère. Donc le phénomène principal, le transfert principal dans l'atmosphère provient de l'évaporation de l'eau du sol. Et les pesticides sont capables de gagner l'atmosphère. On en a retrouvé parce qu'ils étaient stockés et remobilisés au niveau du sol rhizosphérique. Donc le sol est vraiment, évidemment, vu que c'est une pollution édaphique, source de ces contaminations. Et puis, ils ont été transférés dans la plante, mais dans les espèces végétales que l'on a eues, on n'a pas eu de transfert dans les voies aériennes, ils sont restés dans les voies racinaires. Donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les plantes et regarder un petit peu les concentrations qu'on a retrouvées, vous avez donc ici, dans ces graphiques, le pesticide atrazine sur la gauche, en nanogrammes par gramme de poids sec, et puis le métolachlore sur le graphique de droite. Vous avez l'année 2018, 2019, le nord correspond à l'exclos nord, le sud à l'exclos sud. On n'a pas mis le témoin parce que, heureusement, on a retrouvé 0 pesticide dans ces exclos. Donc en noir, vous avez le sol qui est non décapé et en gris, le sol qui n'est pas décapé. Alors déjà, quand on regarde et qu'on compare les concentrations qu'on retrouve de ces 2 pesticides, eh bien on voit bien, je vous ai mis la barre à 5 nanogrammes par gramme, on voit bien que finalement, on a une concentration en atrazine plus importante qu'en métolachlore dans les plantes, et ça c'est lié à la configuration chimique de ce pesticide. Le métolachlore est plus dans l'eau et l'atrazine est plus passée dans les plantes. On a une différence, on voit, de concentration, si on se focalise maintenant sur l'atrazine, entre le nord et le sud. On voit bien qu'on a une différence de concentration ici dans le sol décapé, mais également donc dans le sol non décapé en noir et dans le sol décapé en gris. Donc on a des différences. On a également des différences entre les années. Si je compare le nord ici, 2018, avec le nord là, on voit qu'on a une augmentation. Donc en fait, on voit qu'on a pas mal de variabilité qui est liée à la position de l'exclos, à l'année et à la saison. Qu'est-ce qu'on regarde quand même quand on regarde un peu ce qui se passe sur les concentrations qu'on a retrouvées? Eh bien, on voit que sur l'atrazine, on n'a pas de différence dans les plantes quand le sol a été décapé ou pas décapé. J'ai la même concentration d'atrazine. Par contre, le métolachlore, on a une diminution, vous voyez, importante entre le décapé et le pas décapé. Donc, il réagit beaucoup plus vite, alors que l'atrazine, finalement, n'a pas de différence en 2018. Quand je regarde l'atrazine en 2019, eh bien, on voit qu'on a, assez surprenant, une augmentation des concentrations d'atrazine dans le sol décapé, alors qu'on pourrait s'attendre totalement à l'inverse. Donc ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là, maintenant, quand on continue? Est-ce qu'on avait une remobilisation de l'atrazine et qui était capable encore d'augmenter dans les plantes? Donc ici, finalement, ce qu'on a montré,
avec ce projet, on a quand même pu essayer de valoriser ces zones et d'arriver finalement à refaire de l'agroécologie dans des zones qui étaient quand même fortement polluées en pesticides. Donc pour ça, nous, on a rédigé des fiches techniques qui sont disponibles, on a proposé des indicateurs de suivi, mais ça montre quand même qu'on a besoin d'un suivi dans le temps, nous, en sciences, pour arriver à comprendre ces phénomènes qui sont complexes, parce qu'ils dépendent de tellement de choses en facteurs écologiques. Et donc on se pose la question, comme vous l'avez dit, maintenant, qu'est-ce que ça donne après la restauration ? Est-ce que finalement on a aussi des possibles transferts dans les plantes ? Et maintenant on a des plantes de zones humides donc, qui sont différentes de celles qu'on avait avant. Donc est-ce que du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et on connaît peu de choses sur les plantes naturelles sauvages par rapport aux contaminations. Donc une des choses qui a marqué quand même, c'est qu'on est capable de retrouver des polluants comme l'atrazine. Je vous rappelle que l'atrazine, il a été interdit en 2000. Il a encore été utilisé jusqu'en 2003. Mais ça veut dire qu'on est capable en 2018 et 2019 de le retrouver encore. Et ça pose la question de ce qu'on appelle la pollution de fond. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on a, nous, dans notre environnement ? Et ça, si vous suivez l'actualité, on a beaucoup d'articles en ce moment, notamment, qui sortent sur ces pollutions de fond, et ce, dans différents compartiments. Donc là, je vous ai pris des extraits de journaux nationaux, notamment du Monde. Donc vous voyez ici, l'extrait vous dit « Une présence généralisée de pesticides dans les sols agricoles de France ». Oui. Des dérivés chimiques. Donc ça, dérivés chimiques, c'est les produits de dégradation des molécules mères qui sont utilisées, ou des métabolites, ce sont des synonymes, qui ont été détectés ou au-delà des limites autorisées dans les eaux souterraines. On a également, certains titres mettent qu'on a des contaminations records en polluants éternels dans les eaux. On a l'eau potable en France qui a été contaminée à vaste échelle par les métabolites. Alors là, c'est un autre pesticide, c'est le chlorothalonine, qui a fait beaucoup d'articles là-dessus. Pourtant interdit jusqu'en 2019. Nous, on retrouve de l'atrazine, pourtant interdite depuis 2000. Et même au sommet des Alpes, on a maintenant, mes collègues de l'USMB ont montré qu'on avait une pollution diffuse en microplastique. Donc j'ai bien aimé ce dessin humoristique là, du Monde qui dit que quand on pense qu'il suffisait de ne pas chercher le R471-811 pour ne pas le trouver. Donc j'aurais fait un peu le tour de ces différents types de pollution, d'applications qu'on a vis-à-vis des plantes, donc au niveau de pollution atmosphérique et édaphique, et donc j'en viens à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que les polluants d'origine atmosphérique ou édaphique peuvent être absorbés par la plante. On a vu les différents types de mécanismes. On a vu que ça dépendait de l'espèce végétale, que ça dépendait de la rhizosphère et donc du microbiote qui était présent. On a vu également que c'était dépendant des caractéristiques physico-chimiques du polluant, bien évidemment. On a vu ensuite que ces polluants ils pouvaient être toxiques pour les plantes. Ils pouvaient s'accumuler dans les plantes et donc potentiellement s'accumuler dans les réseaux trophiques et les écosystèmes. Alors je vous rappelle que les polluants font partie des 5 causes de notre effondrement de la biodiversité, et les chiffres de 2023 en France par l'Office national de la biodiversité nous montrent qu'on a 20% des espèces qui se sont éteintes en France et qu'on a 80% de nos milieux qui ne sont pas en bon état de conservation. Mais on a de l'utilisation des plantes qui sont tolérantes à ces polluants. Donc c'est ces plantes résistantes qui sont intéressantes parce qu'elles nous rendent des services écosystémiques. Elles nous permettent de dépolluer, elles nous permettent de faire de la bioindication. Et donc si je reviens au titre de ma conférence qui était les plantes face aux changements globaux, et que si j'ajoute tous les changements globaux, les pollutions, plus le changement climatique, qu'est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle ? Je suis bien embêtée pour vous répondre et vous donner une réponse claire, puisque à l'heure actuelle, on a beaucoup de travaux qui se déroulent en laboratoire et on n'a pas tellement de travaux qui se déroulent dans le milieu extérieur. Donc à l'heure actuelle, les scientifiques nécessitent des études vraiment pluridisciplinaires, vous voyez, qui apportent vraiment plusieurs compétences et à l'extérieur. Vous avez bien compris qu'on a une complexité d'interaction, qu'il n'est pas facile de savoir est-ce que l'effet que j'ai sur ma plante il est lié parce que j'ai eu un réchauffement ou qu'il est lié à ma pollution ou à d'autres facteurs. Donc ça, c'est lié à la complexité, mais on a des outils maintenant qui vont permettre d'avancer là-dedans.
Mais on a quand même une tendance scientifique. Je dirais que la majorité des scientifiques à l'heure actuelle disent qu'on aurait en fait une synergie entre les changements climatiques et les pollutions, c'est-à-dire que si j'augmente ma température, eh bien, je vais augmenter l'effet de mes polluants, je vais augmenter la volatilisation de mes polluants, je vais augmenter la remobilisation qu'on a dans les sols. Donc ça veut dire que voilà, on accentue encore ce qu'on était en train de voir. Donc bien évidemment, ça dépend du lieu. Si vous êtes en France, si vous êtes en forêt boréale, si vous êtes dans le sud, donc bien évidemment, tout ça est à affiner en fonction du contexte. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait moins polluer, il faudrait moins réchauffer. Pourquoi? Pour préserver la biodiversité. Et pourquoi on préserve la biodiversité? Parce que c'est non seulement parce que les espèces sont importantes, mais c'est seule la biodiversité qui est capable de faire fonctionner correctement nos milieux, d'accord? Et donc, finalement, la santé de tous les êtres vivants. Donc on a un concept, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle One Health. One Health, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a qu'une planète pour une seule santé, pour tout le monde. Donc vous voyez ici, ce diagramme vous montre qu'on a un lien très étroit entre la santé animale, la santé de l'environnement et la santé humaine. Et je finirai par une phrase d'Éric Orsena et de Marc-André Sellos qui dit que nous avons négligé ce qu'implique vivre parmi le vivant, nous avons manqué de savoir-vivre. Et j'espère qu'en 2024, nous ne manquerons pas de savoir-vivre. Je vous remercie.